J'arrivais sans accident à Saint-Leu où je n'ai resté que peu de jours. Les médecins m'ont ordonné quelques vannes de main après les eaux minérales. J'ai parti pour le Havre, toujours seul avec une dame. J'ai gardé le plus strict incognito, assez embarrassé d'abord de ne pouvoir trouver de place dans une mauvaise auberge remplie d'anglais. Mais Lazare me servit. J'avais dit à mon valet de chambre d'aller frapper à toutes les portes sur les grès pour savoir s'il y avait une maison à louer. Les premiers qu'il rencontra appartenaient à deux vieux époux qui se disposaient en partie pour un de leurs domaines et qui, sans savoir qui j'étais, consentiront à céder leur maison sur l'assurance donnée pour mon valet de chambre que nous étions des personnes honnêtes. J'ai passé 15 jours fort tranquilles, prenant mes bains, me promenant à pied, occupé de lecture et dans le plus grand isolement. J'ai prié, goûté à la campagne chez mes propriétaires des hortensias, en ayant le parterre, le salon en vente. Cette fleur, on parla de la reine qui lui avait donné son nom. Je n'étais pourtant pas encore reconnue, mais bientôt les bruits de ma présence se répandirent dans la ville. Mais revena mon antique couple confus, désespéré de mille inconvéniences dont il se croyait coupable envers et dont il demandait pardon. Je les mis promptement à l'aise et ils m'appriront que cette maison était la même où je vais loger à l'âge de 4 ans avec ma mère lorsqu'elle s'était embarquée pour la Martinique. Les hasards m'y faisaient retrouver après 25 600. Que des choses dans cet intervalle! Par combien de vicissitudes heureuses et malheureux les pays et nous n'avions-nous pas été entraînés depuis cette époque? On me présenta même la capitaine qui nous avait conduite. Cette reconnaissance charmante et haute devenue mes amis et ne fut pas sans intérêt pour moi. Je revins encore à Saint-Leu, décidé à ne plus le quitter et à m'occuper exclusivement de l'éducation de mes enfants. J'éprouvais une sorte de satisfaction pour ce qui est dans le malheur qui les frappait. Ils en retireront au moins l'avantage d'une éducation forte. Loin des culs et de l'adulation, et dans cette position qui force l'homme à puiser en lui-même sa propre valeur et à développer ses plus nobles facultés. Un salon était superbe. J'avais repris quelques forces après tant d'agitation. J'avais le droit de croire que le moment de jouir de quelque tranquillité était enfin venu. Elle ne fut pas longue durée. Un matin se présenta à moi M. Briat, jeune homme raide, sec, faisant l'important et digne de la négociation dont il se chargeait, ancien secrétaire intime de mon mari en Hollande. Il avait obtenu par sa protection une place de référendaire à la Cour des comptes de Paris et entretenait une correspondance avec lui. Alors il avait l'ordre de venir m'enlever mon fils aîné que son père voulait avoir absolument et me faisait même valoir sa justice de me laisser les plus jeunes. La lettre qui redemandait était menaçante, ce coup mais désespéré, quoique redouté depuis longtemps et magnétique, comme si eux étaient imprévus. C'est pour mes enfants que je vivais, pour eux que je me soignais et que mes forces soutenaient encore. La pensée de ces êtres chéris avait ça soutenu mon courage contre tant de tourments. Mon séparé me faisait frémir. Je voulais réfléchir de 5 fois et ne savais que sentir. Je me représentais pourtant tout ce qui pouvait nuire à mon fils. Loin de moi, la faible santé de son père ne le forcerait-il pas à négliger son éducation, à ne pas pouvoir former son caractère? Son santé même ne serait-elle pas compromise? Son bon naturel altéré? La raison me paraissait tellement d'accord avec mes sentiments que j'ai pris le grand parti de refuser. Et tous les jours, je me fatiguais
fortifiée. Je m'exaltais dans cette idée de résistance et la regardant comme un devoir. Je devais faire valoir que la position de mon fils en France et cet intérêt, le premier de tout, de rester dans sa patrie. Je lui fis écrivit encore à mon mari que je lui amènerai ses enfants, mais je le conjurai de ne pas détruire le sort aussi heureux que les circonstances le permettaient. Et je tendis avec anxiété sa réponse qui me semblait devoir décider de ma vie. Mon grand deuil fini, je songeais à remercier le roi de l'autorisation donnée à mon séjour en France et la du duché qui avait consenti à établir un peu mes enfants, bien que l'empereur de Russie me fait dire que je n'avais aucune démarche de remerciement à faire auprès de Louis XVIII après la mauvaise grâce que son ministre M. de Blacas et lui avions mis dans le faire de lettres patentes. Cependant, je crus avoir contracté envers lui l'obligation de visite. Il était devenu le souverain de cette France. Je comptais sur mes vivres en particulier, où j'étais resté sans appui, entouré de cuits, d'intrigues, de tout genre. Déjà, les filles se grossissaient, et je sentis que le moyen de leur enlever tout prétexte était de faire au roi une visite de bienséance. Je le regardais comme indispensable. Cette démarche me fut moins pénible qu'on aurait pu le supposer par la pensée que je faisais bien et que si j'étais mariée sous le temps ne serait plus à mon côté. J'étais d'ailleurs décidée à me retirer si l'on me choquait par quelques inconvénients. J'ai demandé une audience particulière que j'obtins facilement pour le lendemain matin à 11 heures. J'ai mené une dame et j'ai prié monsieur Lavalette de me donner la main. On me fit rentrer dans la salle du trône. J'ai laissé souvent attendu. Rien n'était changé. Les aigles étaient partout comme autrefois, mais j'étais moins émue de tant de souvenirs qu'on aurait pu le supposer, toujours convaincue que le bonheur n'est pas pu ceux qui, habitant le palais, la duchesse de Devonshire fut introduite dans la même salle que moi. Elle pria le duc de Gramont, qui était là, de la présenter à moi, et me parla avec enthousiasme de ma mère, qu'elle aurait tant désiré connaître. Peu de moments après, le roi me reçut dans son cabinet. Il se leva d'un air assez embarrassé, me fit asseoir près de lui et ne dit rien. Moi, avec l'assurance de personne qui ne peut pas oublier ce qu'elle est et ce qu'elle se doit, malgré tout ce qu'on faisait pour qu'elle ne s'en souvint plus. Je lui adressai la parole la première et lui témoigna le désir que j'avais de le voir pour le remercier. Il se remet aussitôt et fut constamment obligeant et même galant. On me l'avait peint comme un homme spirituel et faux. Je lui trouvais au contraire de la simplicité et de la bonhomie. Il m'exprima le regret de n'avoir pu connaître ma mère. À ce mot, je répondis qu'il lui devait un souvenir puisque dans tous les biens qu'elle avait faits en France, elle avait été bien souvent utile aux personnes attachées à sa famille. Puis il sait, dit-il, à la Martinique, c'était une bonne royaliste. Réflexion assez singulière sur les femmes de l'empereur Napoléon, après que je lui ai exprimé le bonheur que j'ai trouvé à vivre tranquille en France et de faire élever mes enfants. Il me fit cette question. Est-il vrai que Dieu Bonaparte, étant fort bien habillé et vous demandant comment vous le trouviez, vous répondîtes l'épée des connétables, vous irez beaucoup mieux? Interdite à cette demande, j'ai trouvé mieux de ne pas y répondre. Je n'avais jamais tenu ce propos. Autrefois, dans ma prédilection pour une vie douce et retirée, j'avais pu sans doute manifester quelques craintes sur une grandeur qui effrayait mon amour de la simplicité.
Mais avouer un sentiment auquel semblait donner un sens me parut un acte de faiblesse envers le glorieux passé de l'Empire. J'ai cherché à ne pas blesser, s'il était possible, une vieille, et je lui répondis: on me fait dire autrefois beaucoup de choses sans s'inquiéter de la vérité, mais ce qui est de toute vérité aujourd'hui, c'est qu'uniquement occupé de l'éducation de mes enfants, je n'aspire qu'au repos. Il sentit, je crois, sa maladresse et tâcha de le réparer pour beaucoup de mots obligeants. Il se leva et moi aussi me demanda la permission de m'embrasser. Me pesa la main et ajouta qu'il serait heureux de me voir quand je voudrais, en public ou en particulier. Je lui répondis que je me regardais comme une vieille femme retirée du monde. À ce mot de vieille femme, il se mit à rire et ajouter que je ne retournerai jamais dans le monde, mais que s'il pouvait le désirer, je le verrai quelquefois avec plaisir en particulier.